D'abord, je suis très content de participer à cette workshop que tu organises, Philippe. Nous avons des relations de longue haleine et ça fait très plaisir d'être là. Et je suis très content de pouvoir parler de ce qui a été fait, pas seulement dans le domaine de l'art, mais en particulier dans le domaine du diagnostic médical. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, dans le titre qui est proposé, il y a source infrarouge et il y a analyse cellulaire et diagnostic. Donc je vais essayer de ces deux parties, et de façon à ce que vous compreniez bien l'approche qui a été employée, je vais commencer par vous parler de la première partie, c'est-à-dire des sources infrarouges, et de vous expliquer pourquoi nous avons eu besoin de sources infrarouges que j'appelle émergentes, c'est-à-dire un peu plus que le commun. Qu'est-ce que j'appelle le commun? Nous utilisons beaucoup de sources infrarouges, c'est très utilisé dans les laboratoires, qui est en général une source thermique. C'est une lampe, mais c'est une lampe qui est chauffée à 1500 degrés Kelvin et qui émet, vous voyez, des photons infrarouges, avec une densité de puissance suffisante pour en faire de l'analyse. Alors, elle est très utile, elle est très utilisée, mais on a un aspect qui intervient, c'est qu'elle est peu brillante. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette notion de brillance? Tout simplement, ces lampes, elles émettent dans toutes les directions de l'espace. Donc, quelque part, l'émission est la source. Elle est très étendue. Il est difficile, lorsqu'on veut analyser un petit objet, d'aller collecter et concentrer cette lumière avec suffisamment d'énergie pour en faire une analyse très locale. Donc, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'une source, des nouvelles sources, mais très brillantes. Alors, qu'est-ce que j'appelle brillance? Je ne vais pas faire un discours et des équations. Je vais plutôt vous montrer deux images pour essayer de vous l'expliquer avec les mains. La brillance, pour moi, c'est à quelle vitesse cet échantillon qui est ici, qui est un pot de fleurs, combien de temps va-t-il me falloir pour remplir cet objet avec de l'eau, avec cette source, avec ces gouttes. Il va falloir un certain temps. Un humoriste le disait il y a un certain nombre d'années. Si je tourne le robinet de cet tuyau d'arrosage, je vais pouvoir remplir mon échantillon ici beaucoup plus rapidement. L'échantillon, il a reçu un nombre de photons, un nombre de lumière, un nombre de gouttes d'eau beaucoup plus rapidement, et avec un angle solide qui est beaucoup plus petit. C'est ça la brillance. Donc c'est ça que l'on va rechercher pour aller améliorer l'analyse. Alors, maintenant, il existe aujourd'hui deux types de sources brillantes. La plus connue, celle que j'utilise, c'est la source synchrotron. Alors, la source synchrotron, c'est vraiment un grand bâtiment, on vous en a parlé ce matin, il y a des gens qui travaillent dans la source synchrotron, peut-être que d'autres d'entre vous ne connaissent pas très bien le principe, je vais juste avoir une toute petite animation de façon à ce que vous le connaissiez. Cette source, c'est un grand bâtiment qui a à peu près, ça dépend évidemment de le nombre d'expériences que l'on veut faire. Celle-ci est à Soleil, ça se trouve à 30-35 km d'ici, et c'est à peu près la taille d'un terrain de football. Alors, je faisais une conférence il n'y a pas longtemps avec un collègue espagnol, et c'était un peu, en parlant de football, il venait d'être éliminé de la Coupe du Monde, il a un peu blanchi ce jour-là. Donc, j'ai essayé de changer mon discours. Donc, je vais juste vous faire voir en animation ce que cette source est, si j'arrive à la voir. Voilà. Donc, très simplement, nous avons une espèce d'accélérateur de particules, des électrons qui circulent dans ce tuyau-là, qui vont être injectés dans un anneau, ils vont tourner sur eux-mêmes, à peu près la forme de l'anneau, et là, ils vont aller très vite. Ils vont pratiquement à la vitesse de la lumière. Il va y avoir un certain endroit où ils vont être déviés, c'est un aimant qui les dévie, vous voyez, quand ils sont déviés, ils continuent, et c'est cette lumière qui est produite. C'est ça, ce rayonnement synchrotron. Il est intense, et en plus, il contient tout ce qu'on plus ou moins rêve d'avoir au niveau longueur d'onde, des rayons X très durs, jusqu'au l'infrarouge, jusqu'aux ondes millimétriques. Voilà. Donc ça, c'est ce principe de cette source étendue. Là, voilà, il faut juste que je retrouve. Et j'y suis. Voilà. Donc maintenant, il y a des avantages, bien sûr, à cette source, mais il y a aussi des inconvénients. Les avantages, comme je vous ai dit, gamme énergie très grande, on peut utiliser vraiment tout ce que l'on veut.
une brillance assez élevée, donc il y a à peu près, si je me positionne au niveau d'un échantillon, j'ai de 2, 3, voire plus en ordre de grandeur de photons que l'échantillon va ressentir. Pour l'infrarouge, en tout cas, c'est entre 2 et 3 ordres de grandeur supérieure. Et puis, évidemment, c'est des sources qui ne sont pas continues, elles sont pulsées, donc quand on veut faire des expériences de temps résolues, on a la structure temporelle de la source qu'on peut exploiter. Il y a des inconvénients, il faut le reconnaître, c'est un grand centre. Et ce grand centre, ce n'est pas quelque chose où on tape à la porte et on rentre tous les jours et on peut utiliser la source. Les accès sont limités, il y a des comités qui vous sélectionnent ou ne vous sélectionnent pas, donc ce n'est pas un objet que l'on peut utiliser lorsque on a des urgences dans l'analyse. Et malgré tout quand même, la brillance, elle est encore inférieure à ce que pourrait produire un laser. Donc un laser est quand même aussi une source importante de brillance et d'infrarouge, et c'est la deuxième source émergente dont je vous parlais tout à l'heure. Il existe des lasers infrarouges. Il y en a deux types aujourd'hui qui après s'accordent dans ce domaine de l'infrarouge. Pas complètement tout l'infrarouge, mais en tout cas une grande partie utile de l'infrarouge, qui sont des lasers oscillateurs paramétriques optiques et qui sont des lasers à cascade quantique. Donc, ils sont beaucoup plus intenses. Ils ont à peu près plusieurs ordres de grandeur supérieurs à un synchrotron, mais ils ont quelques inconvénients. Quels sont-ils? Les inconvénients, c'est que les avantages, on va commencer comme ça quand même. Les avantages, c'est que c'est haute brillance, je vous l'ai dit, mais ensuite, on peut le positionner dans un laboratoire. Cette limitation de l'accès dont je vous ai parlé, elle est moindre. La brillance est élevée, ça c'est ce qui est évidemment la caractéristique. Par contre, on a quelques problèmes, quelques limitations. Quand on veut une analyse, et vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai des analyses dans le domaine de la biologie, on a besoin d'analyser pas seulement une longueur d'onde ou une fréquence, mais vraiment à plusieurs fréquences, parce que ce sont ces signatures sur des domaines étendus qui vont nous donner soit une réponse de caractérisation, soit, comme vous allez le voir, une réponse dans le diagnostic médical. Donc on a besoin d'aller très vite et dans des gammes d'énergie ou de fréquences assez étendues. La deuxième chose, c'est de la stabilité. Vous allez voir, on a besoin de signaux extrêmement précis, parce que ce que l'on veut faire, c'est de l'analyse, de la détection d'espèces, donc on va faire de la spectroscopie. Et la spectroscopie, elle a besoin d'une bonne qualité. Ces sources sont bien, mais parfois, et dans le domaine du diagnostic, vous le verrez, ce que l'on a à détecter, ce sont des petites variations infimes, et on a besoin de grande stabilité de la source. C'est leur limitation actuelle. Et enfin, la dernière inconvénient, je dirais, mais on peut s'en passer, mais c'est l'endommagement des échantillons. On sait très très bien que dès qu'on met beaucoup de photons, on est tous confrontés à l'endommagement des échantillons. Et quand on parle de cellules d'analyse de cellules vivantes, par exemple, on peut se poser la question, est-ce qu'elles sont toujours vivantes après qu'elles aient reçu un choc laser? Donc ça, c'est un des inconvénients. Bien, alors, maintenant, je vais vous parler de l'analyse cellulaire et tissulaire, et je vais vous parler de spectroscopie infrarouge. Qu'est-ce que c'est que la spectroscopie infrarouge? C'est l'identification de ces modes de résonance des molécules. Toutes les molécules que l'on connaît ont des fréquences de vibration qui sont extrêmement caractéristiques. Ce que l'on voit, c'est toutes les molécules vibrent. Il y a certains mouvements de vibration que vous voyez ici, mais chacune d'entre elles a des signatures, et chacune de ces signatures représente les vibrations, les mouvements de ces molécules. Chacune de ces molécules a une pièce d'identité. On appelle ça une pièce d'identité vibrationnelle. On les reconnaît extrêmement facilement. Nous avons des centaines de milliers de spectres caractéristiques en mémoire de nos ordinateurs qui nous permet parfois de faire une analyse très rapide. Donc il faut retenir que chaque molécule a une carte d'identité moléculaire. Prenons l'exemple, maintenant je vais me concentrer sur la biologie. Qu'est-ce que l'on voit? Alors, la biologie est compliquée. Il y a énormément de molécules, énormément de composants, des milliers. L'infrarouge n'est pas capable de discerner individuellement chacun des composés biologiques d'une cellule. Ce que l'on va surtout voir, ça va être les composants principaux. Alors en biologie, il y en a 3. Lorsqu'on regarde un tissu, il y a typiquement, en gros, en moyenne, 15% de phospholipides, 60% de protéines, et le reste, ce sont des acides nucléiques. Donc, chacune de ces composants majeurs ont des signatures particulières. Par exemple, prenons les lipides. Les lipides, en général, ou les phospholipides, sont des grandes chaînes de lipidiques, les CH2. Donc, essentiellement, lorsqu'on regarde sa pièce d'identité, on va voir énormément de signaux qui proviennent des CH2. On a aussi des fonctions CO ici, simplement liées, doublement liées. On les retrouve ici.
Donc, vous voyez que cette pièce d'identité, elle est en mémoire. Si maintenant je regarde le problème des acides nucléiques, donc on va retrouver des signatures caractéristiques, mais elles sont différentes de celles des lipides. Donc, je peux discerner rapidement ce qui est, si j'ai un acide nucléique et si j'ai une protéine, et j'ai un lipide, excusez-moi. J'arrive aux protéines, pareil, j'ai une signature spécifique des protéines qui est différente de celle des acides nucléiques et qui est différente de celle des phospholipides. Donc, j'ai la façon de voir les variations de composition dans une cellule s'il y a un composant qui devient plus faible ou majoritaire par rapport à un autre. Ça, c'est le premier message. Alors, diagnostic. Oui, ces compositions sont caractéristiques. Je vais prendre l'histoire du foie et je reviendrai sur l'histoire du foie à la fin parce que je vous raconterai toute l'histoire du foie en détail et ce que nous avons fait en direction de la santé et de l'hôpital. Si, dans le foie, nous prenons toutes ces évolutions du foie dans les maladies qu'elles peuvent avoir, un foie peut être stéatosique, on a tous à peu près 10% de lipides dans notre foie, il peut devenir hépatostéatosique, c'est quand ça commence à augmenter un peu beaucoup, notre lipide, c'est la boisson, c'est l'alcool, c'est des maladies. Puis ça peut dégénérer en étant cirrhose, cirrhotique, et puis évidemment, de plus en plus maintenant, à partir de cirrhose, on voit apparaître le cancer. Chacune ici de ces états ont des signatures spectroscopiques, alors je ne vous les détaille pas, mais elles sont là, dans différentes couleurs. Donc ça veut dire que uniquement avec une signature spectroscopique, qui typiquement me demande moins d'une minute d'enregistrement, je peux savoir, sur un état donné, quel est l'état du foie. Donc on a déjà la première notion de diagnostic à partir d'une signature vibrationnelle. Alors, donc, voilà, ce que je vous disais, c'est ça. Alors, ça c'était le tissu. Maintenant, qu'en est-il au niveau des cellules? Alors les cellules, c'est important parce qu'au niveau de la cellule, tout est extrêmement hétérogène. On ne peut pas dire, quand on détecte une maladie, qu'on peut prendre un ensemble de cellules et qu'on peut voir dedans si la maladie existe ou pas. Parce qu'en général, lorsqu'on prend une source classique, on va voir 100 à 200 cellules. Et souvent, le début de la maladie ou le diagnostic de la maladie commence au niveau cellulaire. Il faut le pouvoir la discerner au niveau de cette cellule-là. Donc, dans une cellule, bien sûr, on va avoir des signatures différentes. Mais lorsqu'on en a beaucoup, on va avoir des signatures, vous voyez, c'est cette espèce de forêt, et on a besoin à ce moment-là de faire une étude cellule par cellule et d'aller pêcher au niveau de tout ce qu'on a collecté, d'une façon rapidement, quelle est celle qui a un comportement anormal, et pouvoir l'identifier. Donc c'est là où la source et la brillance de la source devient importante. Pouvoir analyser au niveau de chaque cellule quelle est celle qui commence à avoir un comportement anormal. Plus on pourra le faire, et plus on pourra faire du diagnostic précoce. Alors, bien sûr, dès qu'on a une source brillante, ce qu'on aime bien souvent faire, c'est la détection est un aspect, mais il y a aussi l'imagerie qui est un aspect, parce que souvent, c'est quelque chose qui est bien, qu'on arrive mieux à comprendre. Après, dès qu'on a un petit faisceau, on peut regarder dans certaines maladies, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, ici, c'est une coupe d'un cerveau avec une inclusion de type Alzheimer. Elle est petite, elle fait à peu près 10 microns. Donc, que l'on voit lorsqu'on fait un tout petit peu de spectroscopie dedans, avec une source assez comme le synchrotron, on voit qu'il y a des caractéristiques ici, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette petite épaule bleue, on sait ce que c'est. On sait que c'est une déformation d'une protéine qui est l'amyloïde, la bêta-amyloïde, et qui est un composant qu'on l'on connaît. Hein. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, dans la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on a pu seulement faire au début ici, c'est imager et montrer que, évidemment, toute cette plaque-là était remplie de cette bêta-amyloïde, cette molécule déformée, mais c'est une chose qu'on n'avait pas vue avant et qu'on a pu détecter avec la spectroscopie, c'est qu'il y avait une espèce de puits comme dans un volcan et qu'au milieu de ce puits, on retrouvait... Est-ce que je le vois? Non, pardon, voilà, j'ai oublié de vous le montrer. Qu'on retrouvait au milieu de ce puits un cristal qui est de la créatine qu'on a pu analyser et qui pose des problèmes parce que cette créatine doit provenir de la générescence de la créatine kinase et on ne sait pas si c'est la créatine kinase à cause d'un manque d'énergie qui provoque la déstructuration de la protéine ou si c'est l'inverse. Donc actuellement, il y a plein de questions qui se posent sur l'origine de la formation de ces plaques dans le cerveau. Alors, avant de rentrer en diagnostic, j'ai voulu faire un clin d'œil sur la discussion de ce matin, sur la spécialité de Philippe, avec qui j'ai travaillé. Donc j'ai voulu
faire le lien entre ce que nous avions fait ensemble et puis le tissu humain. C'est comme ça, je crois, que j'ai rencontré Philippe, et c'est pour ça que je voulais le montrer cet exemple-là. Philippe, on s'est rencontrés lorsque il avait un problème d'identification d'un composé cosmétique qui avait été collecté et qui est un tout petit fragment, vous voyez ici. Et avec une de ses étudiantes, qui s'appelle Marine Cotte, il y a eu toute une étude qui a été faite avec le rayonnement synchrotron pour arriver à l'identifier. Donc ce fragment ici, il fait à peu près 30 microns, donc c'est tout ce qu'ils ont pu collecter dans leur poche. Et puis le petit truc carré blanc que vous voyez ici, c'était la taille du faisceau que nous avons réussi à faire pour pouvoir l'analyser. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé bien sûr une signature spectroscopique, c'était très bien. Mais là-dedans, en zoomant et en connaissant un peu les caractéristiques, on a pu dire que ça, c'était la signature d'un acide palmitique. Il y a un nombre de chaînes CH2 extrêmement bien déterminé, et que ça, c'était la signature de la présence du plomb. Donc, la conclusion était simple. Il y avait du palmitate de plomb à l'intérieur de ce cosmétique. Se posait alors la question, savoir le rôle du plomb et la pénétration du plomb lors de l'application de ces cosmétiques. Donc, l'étudiante de Philippe, en lisant parfaitement ce manuscrit, que bien sûr tout le monde vous pouvez décrypter, je vous aide pour la traduction, il y a un peu d'oxyde de plomb, il y a la vieille de l'huile vieille et puis du blanc de plomb. Elle a pu recréer ce procédé et les tester sur des échantillons de type humain. Donc il y avait des différentes solutions de plomb avec différentes longueurs de chaîne qui pénétraient dans la peau, cette peau était coupée et cette peau était ensuite analysée. Alors qu'est-ce que donnait l'analyse? Elle était assez intéressante parce qu'elle montrait que lorsque le palmitate de plomb qui était découvert, qui était utilisé, tout le plomb qui était utilisé ne se concentrait et ne restait que dans la peau, la partie extérieure de la peau, qu'on appelle stratum corneum, avec aucune pénétration dans la partie épiderme, donc aucune possibilité de contamination ou de pollution de la peau ou de problème de pénétration du plomb dans la peau. Alors qu'il suffisait de changer une longueur de chaîne et de prendre l'acide mérystate, où on voyait que elle se mettrait dans le stratum corneum ici, mais elle pénétrait dans l'épiderme. Donc ça, c'était la première chose qui nous a fait avancer dans le domaine de l'analyse synchrotron, en particulier dans les problèmes d'archéologie, d'égyptologie, etc., et qui nous a aussi permis de savoir que nous avions aussi une possibilité d'analyser beaucoup de phénomènes au niveau des tissus humains et des cellules. Alors, diagnostic, c'était mon titre, et je vais évidemment maintenant vous essayer de vous convaincre qu'il y a un rôle qu'on peut jouer avec le diagnostic. Ce matin ou tout à l'heure, on a parlé des problèmes rénaux. On a parlé d'un de mes collègues qui est à le Collège de France, qui travaille, Dominique Bazin. Et Dominique Bazin travaille avec un responsable de l'hôpital Necker, Michel Dodon, qui à Necker, ils ont souvent des problèmes avec la calcification des reins. Il y a beaucoup de patients qui sont admis à l'hôpital pour arrêt de la fonction rénale. Et souvent, la cause est difficile à déterminer. Et il faut vraiment interagir vite. Donc, ce que nous avons fait, c'est que, d'abord, la biopsie était la première chose que l'on pratique dans ces cas-là. Ce que l'on voit en biopsie en lumière polarisée, c'est ces petits grains, ces petits cristaux qui apparaissent. Il est extrêmement difficile de les identifier. Bien sûr, il y a des techniques qui s'appellent le Raman avec des lasers pour s'identifier ce genre de petits cristaux qui sont des minéraux. Mais il y a une très très grande fluorescence qui appartient. Il est absolument impossible à analyser. Il y avait vraiment que l'infrarouge qui pouvait le faire, et l'infrarouge qui permettait de focaliser sur ces petits objets. Donc, ce qu'on a pu identifier, et l'histoire, je la résume, on a pu identifier la présence d'un composé qui était du 2,8-hydroxylhydranine, qui vraiment était clairement identifié et imagé à l'intérieur de la biopsie. Alors, quelles conséquences ça a? C'est que très vite, les médecins ont rapidement conclu qu'il y avait une déficience en adénine phosphoribotransférase et que le traitement était immédiat. Il fallait mettre de l'allopurole et très très vite, au bout d'un mois, la patiente a retrouvé la fonction de son rein et est sortie de l'hôpital. De nouveau et encore, aujourd'hui, nous recevons l'équipe de Michel Dodon et de Dominique Bazin qui ont des coupes biopsies avec des problèmes d'identification de la maladie.
Et nous arrivons très rapidement à les aider à identifier le traitement qui serait applicable. Alors, bien sûr, on a constitué une base de données, tous les cristaux existants pouvant exister dans les reins, donc vous voyez à peu près tous ces noms barbares que vous voyez là. Les signatures ont été enregistrées, elles sont en mémoire, et elles nous permettent tout de suite et rapidement d'identifier la présence de ces cristaux et de démarrer le traitement. Il y a eu déjà 2-3 cas de patients qui nous ont été rapportés, qui ont pu être très rapidement soignés grâce à cette identification. Alors, maintenant, je vais vous raconter une histoire. Il était un foie, et non pas une fois. L'histoire du foie, et vous allez en entendre aussi peut-être un bout avec mon collègue Olivier Laprévotte, on a travaillé tous les deux dessus, avec nos collègues de l'hôpital Brousse. Je citerai François Lenaour, Catherine Guettier, qui est l'anapathologiste de l'affaire. Ils sont intéressés beaucoup à la stéatose, parce qu'on rencontre ce problème au niveau du foie, bien sûr, mais au niveau surtout de la transplantation du foie, un des aspects médicaux importants de nos jours. Qu'est-ce que c'est ? La stéatose hépatique, elle résulte de l'accumulation des graisses dans les cellules du foie. Les tissus graisseux l'accommodent, on a beaucoup, c'est l'alimentation, bien sûr, qui en est la cause, mais typiquement, on a entre 5 et 10% de graisse dans le foie. Par contre, ça se développe. Ça se développe sous vraiment des cas d'alcoolisme, de maladie. Il y a d'autres raisons également, des virus. Mais évidemment, dès qu'on commence à développer, le foie commence à avoir des lésions et ce problème-là peut devenir très sévère. En particulier, si on se réfère au niveau de l'hôpital, lorsqu'ils ont à transplanter un foie à un patient, c'est de l'urgence. Il faut analyser extrêmement rapidement l'état du foie avant que le chirurgien puisse le transplanter. Et les hépatopathologistes sont là pour rapidement évaluer la quantité de stéatose ou de graisse qu'il y a dans le foie. C'est une opération qui fait à l'œil, je vais vous le montrer tout à l'heure, et qui n'est pas très précise. Et donc c'est un des problèmes que souvent ils rencontrent pour déterminer précisément la quantité de graisse qui est dans le foie. Alors, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'ils savent ? C'est que ce taux de stéatose, comme je vous l'ai dit, est important à déterminer pour la transplantation. Si on a moins de 30% de stéatose, la transplantation est acceptée. Le chirurgien a ouvert le patient, il a le foie dans ses mains, la biopsie est partie à la salle d'anapathe, du pathopathologiste, qui lui répond par téléphone. Vous allez voir, j'ai une petite vidéo qui va vous le montrer. OK, allez-y. Et donc, il transplante. Mais il ne faut pas se tromper. L'Europe, en tout cas, est en train d'imposer des règles très strictes au niveau de la transplantation du foie. Il faut que le taux de stéatose soit vraiment inférieur à 30%, et le diagnostic est vraiment très incertain à ce niveau-là. Ce que l'on ne sait pas, c'est ce qui se passe entre 30 et 60%. On ne sait pas qui décider, que faire, est-ce qu'on est en cas d'urgence, est-ce qu'on n'a pas d'autre, et puis il faut le transplanter quand même, avec des risques d'évolution plus tard, et tous les problèmes que ça puisse poser juridiquement au niveau du chirurgien. Et si c'est à 60%, la transplantation annulée, le foie retourne il n'est pas transplanté du tout. Alors, qu'est-ce que voit l'hépatologiste ? Il reçoit ce foie, il reçoit avec un microscope, il voit ces formes-là que vous voyez, qui sont des petites boules, des poules de graisse, qui sont dans ils ont des TG, c'est des triglycérides, c'est une espèce d'évaluation du taux total de lipides du foie. Sur un certain taux, on dit que c'est sain, lorsqu'il est entre 20 et 40, il est faiblement. Si vous regardez les deux, c'est pas très, très évident la différence entre les deux. C'est pas clair. Sachez qu'ici, dans ce système-là, il faut vraiment qu'on laisse la limite avant la transplantation. On les voit un peu plus lorsque, évidemment, on a très stéatosique, et évidemment, là, ici, on a vraiment... Excusez-moi, l'intermédiaire est là, et ici, c'est très stéatosique. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence dans l'évolution et la visualisation ici, il y a une plus grande différence ici. Donc, il faut vraiment évaluer entre là et là. Bien. Alors, comment ça se fait ? Si on avait la chance d'avoir un laboratoire qui analyse les lipides à côté de l'hôpital, ce serait très bien, parce qu'on pourrait faire prélever, par chromatographie en phase gazeuse, couplé à un spectromètre de masse, on pourrait déterminer exactement le taux de triglycérides et déterminer si oui ou non le foie peut être transplanté. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des laboratoires spécialisés, il faut couper l'échantillon, il faut l'envoyer, ça a un coût, ça va coûter environ 100 € par analyse, et ça demande de 3 à 4 jours pour avoir la réponse. Il n'en est pas question lorsque l'on est en train de transplanter. Alors,
ce que fait l'anatopologiste à l'hôpital, mais il regarde et il compte le nombre et la taille. Donc la première question qui avait été posée au niveau de l'analyse, c'était de dire qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans, quelle est exactement la nature des lipides qui est conclue dans ces inclusions de stéatose. Alors, je vais vous faire voir ce petit film qui a été pris, j'ai juste un fragment du film plus grand qui avait été enregistré, par la personne avec qui nous travaillons, Olivier et moi, du reste, et qui va expliquer, alors je ne sais pas si le micro marche, mais je ne sais pas si elle va expliquer en français pourquoi c'est important de passer à l'étape d'analyse. J'espère que ça va marcher. C'est ici, je crois. Oups. Est-ce que ça marche? Être utilisé, ce qui ne peut pas être utilisé. Lorsqu'un doute persiste, un petit morceau de foie du donneur est envoyé au laboratoire d'analyse de l'hôpital situé 2 étages plus bas que la salle d'opération. L'échantillon est congelé, découpé, coloré et soumis à l'œil expert d'une pathologiste. Écoute, je pense que le greffon est bon, avec une stéatose macrovasculaire qui est seulement à 20%, la stéatose microvésiculaire à 30%. D'accord. Pas d'autres anomalies notables, pas de fibrose, voilà. Donc je pense que c'est tout à fait jouable et que ce foie peut être greffé. Bon, on va pouvoir y aller avec la greffe. Merci beaucoup. La question principale qui est posée, c'est le degré de stéatose du foie. La stéatose, qu'est-ce que c'est? C'est l'accumulation de lipides dans le foie. C'est une lésion qui finalement est assez fréquente, avec de nombreuses causes, la prise excessive d'alcool, mais aussi simplement le surpoids, le diabète. Il y a beaucoup de sujets dans la population qui souffrent de ces affections et qui donc sont susceptibles d'avoir une stéatose hépatique. Alors la stéatose, elle se traduit par la présence de vacuoles, c'est-à-dire d'inclusions bien rondes à l'intérieur des cellules du foie. Quand un greffon est trop stéatosique, il y a un risque très important que les fonctions du greffon ne redémarrent pas après la greffe ou redémarrent lentement, tardivement et difficilement, mettant le patient en situation critique. Malgré l'habitude et l'expérience, il est difficile pour les pathologistes de donner des chiffres fiables. Il faut aller très vite. Idéalement, il ne doit pas s'écouler plus de 8 heures entre le prélèvement et la greffe de foie. Et il faut être aussi précis que possible dans le diagnostic, avec comme seul outil d'analyse l'œil humain. Notre approche n'est que tout à fait imparfaite, en raison d'une part des limites de l'œil humain et puis surtout de la qualité relativement médiocre des coupes sur lesquelles nous sommes obligés d'évaluer la stéatose compte tenu du degré d'urgence. Si on voulait faire une technique standard, il faudrait attendre 24 heures et c'est absolument impossible d'attendre ce temps-là pour greffer un foie. Voilà, donc c'est pas moi qui vous l'expliquais, au moins vous êtes plus convaincu par la personne qui vous l'a expliqué. Bien, donc je vais reprendre. Ah, c'est pas là. Bien, donc, alors, pour eux, évidemment, ce que vous avez vu, il y a une espèce d'abac, il y a une espèce de données qu'ils ont essayé d'établir, bien entendu. Ça, ce sont des valeurs qui ont été faites en lipidomique. Et ça, ce sont à peu près la courbe de calibration que les anapathologistes arrivent à déterminer. Donc, vous voyez que la sécurité et la précision de ces données sont vraiment très grandes. Le R carré, ce qui mesure un peu la variabilité, est vraiment très faible. Il fait seulement 0,56. Donc, ils ont vraiment beaucoup de marge d'erreur. Alors, la première chose, donc, avant de regarder ces choses de foie, ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces inclusions? Et donc, c'est la première chose qu'on a étudiée, puisqu'on avait un outil qui permettait de regarder chaque inclusion individuellement. Donc, on a regardé toutes ces inclusions-là, vous voyez le cercle rouge arriver. Donc, on a obtenu des signatures spectroscopiques, encore une fois, très facilement, très bien, beaucoup de lipides ici, ça, on s'en doutait, on n'a rien découvert. Mais surtout, ce qu'on a vu, entre autres, c'est qu'il y avait des CH insaturés, probablement dans des lipides qui ont subi des peroxydations, une des causes d'évolution de ces stéatoses vers un état cancéreux. Donc ça, c'était vraiment
première chose que l'on pouvait démontrer. Bon, on savait qu'il y avait des lipides, on se doutait à peu près ce que c'était, on a eu besoin d'une autre technique, et c'est là où Olivier Laprévotte et d'autres collègues sont intervenus, puisque ces mêmes échantillons ont été regardés avec une technique dont il va parler, qui est la spectrosmétrie de masse, qui a permis de déterminer les fragments des quantités, des molécules qu'il y avait également dans ces vésicules. Et bon, DAC, ça veut dire diacylglycérol, le DAC, avec différents fragments. Donc ça, encore une fois, on sait ce qu'il y a dans ces foies, on sait exactement où les localiser. Les mêmes images ont été retrouvées à l'intérieur de ces vésicules. On peut également les imager, donc voilà, d'une façon précise, avec la microscopie infrarouge, on voit très bien où est-ce que ces insaturés, ces peroxydations de lipides sont en train d'évoluer. Ça, c'est la première étape. Maintenant est arrivé le diagnostic un peu plus large, qui a consisté au bout d'une discussion avec la NAPAT, Madame Guettier, que vous avez vu tout à l'heure, qui nous a dit, ça, ce sont les lipides, ça, c'est du foie sain. Or, nous avions un outil infrarouge qui permettait de savoir exactement les compositions et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces tissus supposés sains. Or, quand on regarde les spectres qui ont été enregistrés ici et ceux qui ont été enregistrés sur un foie sain, il est clair qu'il y avait beaucoup plus de lipides dans des régions où il ne devrait pas y en avoir et qu'il y avait beaucoup plus de sucre dans les régions où il ne devait pas y en avoir. D'où l'idée qu'il y avait peut-être des microvésicules que les médecins ne pouvaient pas voir, étant trop petites, et qui étaient réparties dans le foie ailleurs que le microvésicule, et qui pouvaient donner une indication du nombre de lipides qui étaient inclus dans le foie. Sachant que l'intensité ou la grandeur de cette bande signature est directement proportionnelle à la quantité de lipides qui est inclus dans le foie. Donc on a vraiment travaillé sur cet aspect-là, avec le synchrotron d'abord. On a regardé la quantité des lipides pour être sûr qu'il n'y avait pas de coupes qui étaient plus épaisses, moins épaisses que d'autres. On a fait une espèce de calibration interne, c'est-à-dire qu'on a référé le signal au nombre de protéines que nous pouvions trouver dans le tissu. Et on a trouvé cette courbe ici. Alors, j'ai effacé un peu les valeurs, j'en suis désolé, ça fait partie d'un brevet et je ne pouvais pas vous mettre toutes ces valeurs-là. Donc, il y a un brevet qui a été pris, qui montre la relation linéaire que l'on peut obtenir à partir d'un spectre qui est obtenu comme ceci en moins d'une minute et le taux de glycide à l'intérieur. Cette fois-ci, le R carré, il est presque de 0,9. Donc on change complètement le diagnostic et la précision du diagnostic. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup d'intérêt à ça, parce que quelque part, on pouvait se substituer à la pathologiste en apportant une information rapide, précise. Mais en même temps, quand on se place au niveau d'un hôpital, on a des soucis, on a des inconvénients qu'on n'imagine pas au niveau de notre propre laboratoire. Le premier des inconvénients, c'est qu'ils ne peuvent pas venir au synchrotron. Donc, il n'est pas question pour eux de prendre la voiture et de venir. Donc, il fallait identifier si oui ou non ces signatures étaient très localisées, ça veut dire hétérogènes, ou très homogènes. Donc le synchrotron a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'on a vraiment regardé à tous les endroits, et on s'est rendu compte qu'on était homogène à des échelles de plus de 100 microns carrés, 200 microns carrés. Donc on pouvait proposer facilement de revenir un peu en arrière, de ne pas utiliser une source aussi brillante que celle que nous utilisions, mais de tester cela sur une source de laboratoire. Déjà, on pouvait positionner l'instrument à l'hôpital. La deuxième chose, il fallait qu'au moins l'analyse soit rapide. Il ne fallait pas attendre et analyser pendant des heures et des heures. Il fallait qu'on reste dans la minute ou dans les 2 minutes, ce qui est à peu près meilleur que l'œil de l'anatopathologiste. Et la troisième chose, c'est qu'il fallait conditionner l'appareil au niveau de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit peu coûteux, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de manipulation, il faut qu'il y ait aussi une indépendance expérimentateur. Si on y met un microscope, tout personnel n'est pas du tout forcément qualifié pour ne bien focaliser un échantillon, pour être sûr que la donnée soit correctement interprétée. Donc, on a quand même commencé par cet aspect-là. On a utilisé un petit appareil qui est un petit microscope. Cette fois-ci, il allait à l'hôpital. Et puis, on a vraiment adapté ça à l'analyse. Et on arrivait à des temps d'analyse de 3 minutes
Mais il fallait encore une fois, et il faut encore une fois dans ce cas-là, focaliser, posséder l'instrument, posséder le logiciel, qui n'est pas toujours quelque chose qui est intuitif, hein, pour arriver à avoir cette analyse. Alors, l'instrument qui a été bien validé, c'était vraiment, il était installé dans les salles d'anatopathologistes. On le voit ici en 2013, je l'ai installé à l'hôpital, à l'Institut Pato-Bilière à l'hôpital Brousse. Et donc, il a été assez satisfaisant. Il a été testé avec des patients. Donc, ça, c'était chez les patients, chaque médecin ou chirurgien ont fait des prélèvements. Ces prélèvements ont été analysés en infrarouge, je vais vous donner les résultats. Ils ont été envoyés en lipidomique qui nous donnait, ça c'est le numéro des patients, ça c'était leur taux de stéatose, en quelque sorte. Et nous, enfin, avec l'appareil que je vous ai montré, en 1 minute, on retraçait exactement cette courbe. Donc on a validé le processus au niveau de l'hôpital pour la caractérisation. Ça c'est la première chose. Mais bien sûr, l'aventure n'était pas finie, parce que les exigences sont telles que dans un milieu hospitalier, il faut aller vite, comme je vous l'ai dit, avoir le moins de manipulation possible et d'être productif. Donc les exigences sont de nouveau apparues, qui étaient être simple d'emploi, ne pas demander de qualification particulière à l'expérimentateur. Ça veut dire quelque part, dans un contexte de crise économique, qu'un technicien, la nuit, pourrait faire l'analyse sans avoir à déplacer un pathologiste ou un médecin en plein milieu de la nuit, en urgence, lorsqu'il y a une opération. Donc, les productions des résultats rapides, bien sûr. Ça doit éviter un coût raisonnable de matériel. Les premières expériences que nous faisions, que je vous ai montré avant avec le microscope, il y avait quelque chose comme 1 euro, 1,50 € de lame à chaque fois, parce qu'elles sont un peu spéciales pour l'infrarouge, et que c'est encore un prix un peu élevé pour le nombre de lames qui va être utilisé. Il fallait plutôt revenir à des lames de verre, ce qu'on utilise plus facilement à l'hôpital. Et surtout, nous avions des détecteurs, c'est notre exigence, mais ils sont refroidis à l'azote liquide, ce qui ne pose pas un problème dans nos laboratoires, mais qui pose un problème à l'hôpital. Trouver de l'azote liquide à 2 h du matin, c'est vraiment, il y a un problème de sécurité. Donc il fallait y répondre à ces problèmes, et c'est ce que nous sommes attelés à faire pendant la dernière année, où on a supprimé le microscope pour avoir une utilisation beaucoup plus rapide et reproductive. On a évité l'utilisation de liquide cryogénique, j'ai oublié l'eau ici, et on a utilisé un détecteur qui travaille à température ambiante. Certes, il est moins sensible, mais la technique était telle que nous pouvions vraiment avoir une réponse extrêmement localisée et suffisamment performante pour reproduire ce que nous avions fait avant. Donc ce détecteur remplaçait ceux-ci qui ont besoin d'azote liquide, donc on avait répondu au deuxième critère. Et le troisième critère, c'était une analyse simple. Alors analyse simple, ça veut dire une manipulation simple. Nous avons utilisé une technique qui consiste à la chose suivante. Si vous avez une lumière qui se propage dans un milieu et que ce milieu est un indice supérieur à celui de l'air, il y a un angle dans lequel la lumière se réfléchit totalement. Si on regarde à travers une vitre, on va voir à travers la vitre, si on se met en incidence rasante, à un moment donné, on voit la vitre a un effet miroir, la lumière se réfléchit. C'est le même principe. Et donc, ce qu'on a utilisé, nous, c'est un cristal de germanium, qui est un indice assez élevé, 4 pour les spécialistes, et donc il est ici. La lumière infrarouge arrive par le dessous, elle rebondit ici, mais elle se réfléchit en laissant une toute petite onde qui a une pénétration de 1 micron ou pas plus, et qui va sonder tout ce qui est à son contact. Donc la manipulation, elle est claire, c'est permanent, on prend l'échantillon, on va le poser sur cette lame, et on en a l'analyse immédiatement. C'est ce qu'on a fait. Donc, voilà le principe. Donc, les lames sont maintenant des lames de verre. Pourquoi elles sont des lames de verre? Parce que du coup, si c'est une onde qui vient lécher, on n'a pas besoin de traverser un matériau. On peut juste retourner le matériau et l'onde va juste lécher ou sonder ce qui est au contact du cristal de germanium. Donc, on a éliminé le troisième problème. Donc, voilà, c'est une lame, j'ai une petite animation. Elle est posée sur le cristal et elle est retournée. Elle est retournée pour l'analyse. Donc, c'est assez facile. Donc, ce que l'on voit, voilà la manipulation. Ça, c'est la lame, la visualisation qui est retournée. On va mettre la lame là-dessus. On va presser sur la lame est ici.
On va pouvoir regarder au-dessus si on est bien sur le foie, hein, parce qu'il y a une espèce de visu, et puis l'analyse se fait la minute après le résultat. Il y a le résultat sort sur une forme détaillée et précise que nous ont indiqué les médecins, de façon à avoir un compte-rendu immédiat, avec le numéro du patient, le taux de céatose, etc., etc. Donc on a développé également quelque chose qui était demandé, c'est-à-dire manipulation simple du logiciel. Dans le logiciel, il y a parfois des choses où il faut essayer de redemander comment on fait. Donc on a tout intégré dans une espèce de logiciel très très simple qui s'appelle on et off. Hein. On fait on, il y en a un résultat. Donc ça, j'ai un ingénieur qui a développé ça pendant les dernières années. Donc voilà, et tout ça, c'est également on est en train de le publier. Alors, est-ce qu'on a validé notre processus ? Ça, c'était la courbe que je vous ai montrée avant avec le microscope, qui était une courbe validée dont on est content du résultat. Et donc, j'ai reporté ce que l'on obtient. Évidemment, avec le système que je vous ai montré, c'est parfaitement la même chose. Donc, on est en train de raffiner pour commercialisation, parce qu'on va commercialiser maintenant l'instrument. Nous avons 200 greffons qui ont été collectés par les chirurgiens, qui sont en train d'être envoyés à Toulouse pour l'épidomique, et les analyses sont déjà faites. Nous attendons les résultats pour aller compléter cette courbe et pouvoir la rentrer d'une façon assez solide et puis reproductible dans l'ordinateur. Donc, on est satisfait et évidemment, il y a un projet de commercialisation qui est accepté et qui va démarrer bientôt. Donc, voilà l'innovation dans le terme. Alors, j'ai encore... C'est fini ? Oui, bon, c'est fini. Donc, je vais m'arrêter. Je voulais quand même vous dire qu'il y a des cas... Ce cas était important puisque nous avions pu utiliser une source assez sophistiquée pour identifier un phénomène et identifier une application avec une source moins étendue de laboratoire. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'on peut identifier des cas extrêmement intéressants. Je vais vite le citer avant que Philippe se relève une deuxième fois. C'est dans le cas des cellules de leucémie. La leucémie est un problème du cancer du sang qui est traité par une molécule, c'est Glivex, c'est un traitement assez cher de Novartis. Ça coûte assez élevé, mais le problème de ce traitement, il est efficace pendant un certain temps. Il y a un développement de la résistance. Les chirurgiens, les médecins sont très embêtés parce qu'il faut détecter cette résistance très, très rapidement afin de changer le traitement. Ils détectent le traitement à peu près à 40% de résistance du nombre total de cellules, alors qu'il faudrait pouvoir la détecter au niveau de la cellule. Or, nous avons, avec eux, pu déterminer que, alors je vous saute l'histoire rapidement, et que nous avions des signatures spectroscopiques qui indiquaient immédiatement si la cellule devenait résistante ou pas. Donc, ce serait un outil de diagnostic fantastique. On pourrait faire passer du sang au niveau d'un capillaire et regarder cellule par cellule et mettre une surveillance et détecter si oui ou non il y a une signature spectroscopique qui est ici, qui va nous permettre de détecter le début de la résistance. Mais on n'a pas l'outil pour ça. Pourquoi ? Parce que le synchrotron, il est très bien, mais il n'est pas assez puissant et rapide pour aller faire cette analyse au niveau fraction de seconde, je dirais, par cellule. On ne peut pas se permettre de passer 1 minute par cellule. Il faut en passer beaucoup. Donc, il nous faut une source plus puissante, et cette source de puissance, ça devrait être un laser. Donc, on sait comment faire. On a identifié le cas, on sait exactement ce qu'il faut qu'on compose, mais on a ce problème ici, qui est un problème de stabilité du laser. Donc, il y a les moyens, on les connaît, il nous manque encore de trouver un laser qui est plus stable que ce qui existe aujourd'hui. Les lasers aujourd'hui sont stables à 2%. On a des collaborateurs qui nous contactent, qui savent très bien ce problème-là, on leur a exposé, et qui essayent de travailler aussi avec nous pour essayer d'améliorer la stabilité de leur laser, pour en faire un outil diagnostique, mais vraiment basé au niveau de l'hôpital. Donc, en gros, le message que je voulais vous donner, c'est que des sources innovantes sur des grands instruments sont quand même des endroits où on peut avoir une espèce de discussion, de proposition, d'expertise de plusieurs communautés qui permet d'arriver à des solutions originales et innovantes. Nos grands instruments sont bien sûr difficiles d'atteindre. Il faut qu'on garde en tête nous-mêmes que si on met au point une technique de diagnostic, il faudrait qu'on puisse également la reporter, essayer de la transposer au niveau d'une application de laboratoire et d'hôpital. Donc c'est ce que l'on essaye de faire. On a des moyens, on en a trouvé. Il en manque encore, mais on essaie de les identifier.
Donc la multidisciplinarité est absolument essentielle. Sans avoir des physiciens, des chimistes, des biologistes, des médecins en travaillant sur ce problème, on ne peut pas résoudre ce problème-là, ou en tout cas, si on le résout, il est très imparfait. Et bien sûr, tout ça, c'est une grande richesse d'innovation, je pense, et cette effervescence autour de ça, vraiment, elle est due au fait qu'il y a beaucoup de communautés qui se croisent, qui travaillent sur des instruments sophistiqués, et on leur permet de se rencontrer et de rencontrer des spécialistes. Voilà, bien sûr, j'ai beaucoup de gens que je voudrais remercier, beaucoup de gens de l'hôpital, beaucoup de mes collègues, mais ils ont été tous importants dans l'évolution de l'infrarouge au niveau du diagnostic. Et merci.